Bonjour à tous d'être venus, d'avoir répondu à l'invitation de la LIFRA, l'association Limousine franco-allemande, et d'être venus ce 22 janvier. C'est une date clé dans le franco-allemand, puisque ça a été institué journée franco-allemande par le président Chirac et le chancelier Schröder en 2004. Les conditions sanitaires font que peut-être certaines personnes ont préféré rester chez elles. De toute façon, nous ne pourrons pas nous réunir autour d'une manifestation conviviale comme on le fait souvent. Nous sommes d'autant plus contents d'accueillir deux personnes pour animer cette conférence. Donc, Madame Jacqueline O'Haraud-Dodino et Monsieur Braun, qui vient d'arriver. Madame... Ils vont nous raconter une histoire franco-allemande. C'est la vie d'Émilie Braun-Melchior, née en 1897 à Hambourg et naturalisée française en 1945. Elle a évidemment traversé les années noires avec le nazisme, la Shoah. Et je sais que ce sont des thèmes dont certains préfèrent ne plus entendre parler. Mais je crois que ce qui est intéressant dans la vie d'Émilie Braun-Melchior, c'est qu'elle a su, dans les tourbillons de cette période agitée, tracer sa voie, sa ligne. Donc, nous avons Monsieur Braun, qui est en quelque sorte qui vient remplacer, si je puis dire, relayer Madame Marie-Madeleine Braun-Lamèche, qu'on avait citée dans nos petits tracts, qui devait apporter un témoignage, mais qui malheureusement est souffrante et ne peut pas venir. Donc c'est son fils, le petit-fils d'Émilie Braun-Melchior, qui est venu de Paris, et nous le remercions. Il est donc le fils de Marie-Madeleine Braun-Lamèche et le fils du professeur Braun, qui a œuvré à l'université de Limoges pendant presque 30 ans à la faculté de droit. Madame Jacqueline O'Haraud-Dodino a été l'élève du professeur Braun avant de devenir elle-même historienne du droit, et elle a été directrice des PULIM. Les PULIM, c'est-à-dire les presses universitaires de Limoges, qui ont sorti un livre qui pourra être dédicacé à la fin de la séance. Après la présentation et les questions que susciteront sans doute cette présentation. Merci. Bien, donc bonjour à tous, merci d'être là. Donc, je vous renouvelle les excuses de Marie-Madeleine Braun, que nous appelons, nous, Madette, qui est souffrante donc, et qui ne peut pas nous accompagner aujourd'hui. Donc, c'est Henri qui va animer avec moi cette conférence et qui peut-être parlera plus précisément de la période d'Israël où tu as connu plus ta grand-mère. Voilà. Donc, c'est une vie assez particulière qu'a vécue Émilie Braun-Melchior, que sa famille appelait Amy, et qu'il m'arrivera donc d'appeler pour cette raison-là Amy. Alors, je suis devenue très proche d'elle, en quelque sorte, à force de côtoyer le professeur Braun, dont j'ai été l'élève et avec qui j'ai travaillé jusqu'à sa disparition. J'ai entendu cette histoire par bribes avant de connaître l'intégralité du texte. Nous avons, après la disparition de Pierre Braun, nous avons évoqué avec Madette la possibilité de publier ce texte. Alors c'était, sans mauvais jeu de mots, pour moi un peu un devoir de mémoire par rapport à Pierre Braun.
Mais ça va bien au-delà. C'est un texte qui mérite très largement d'être publié et qu'Émilie Braun avait souhaité elle-même publier, et c'est un élément qui a compté pour nous dans la publication. C'est un texte qu'elle souhaitait voir publié, mais qui ne l'a pas été de son vivant. Ces mémoires sont à l'origine issues d'une rencontre avec le rabbin Léo Beck, qui est une grande figure du judaïsme allemand, qui a survécu à la guerre et qui était un ami de la famille Braun, qui avait encouragé, à la fin de la guerre, encouragé Amy à rédiger ses mémoires. C'était à un moment où elle était dans le doute, où elle se cherchait, après les années difficiles qu'elle venait de vivre, dramatiques qu'elle venait de vivre. Et j'imagine qu'il devait penser que ce serait un peu une catharsis pour elle et que ça lui permettrait peut-être d'aller de l'avant. Elle a écrit ses mémoires en allemand, sa langue maternelle. Elle en a fait une traduction anglaise pour une présentation à New York. C'est un texte qu'elle a communiqué à un certain nombre de personnes, qu'elle a modifié pour tenir compte des remarques qu'on avait pu lui faire, mais elle n'est jamais donc allée jusqu'à la publication parce qu'elle n'était jamais tout à fait satisfaite du texte. C'est un document qui a eu une première version donc en 1949 et qu'elle a sans cesse remanié par la suite, en particulier quand elle était en Israël. C'est un document qui est construit, qui est documenté, qui comporte des notes de bas de page et qui, d'une certaine manière, était tout à fait prêt à une publication. Elle a par ailleurs rédigé un autre texte, beaucoup plus court, qui est un document qui n'est pas destiné à la publication. C'est un texte qu'elle a rédigé pour le 60e anniversaire de sa sœur, plus jeune qu'elle, qui s'appelle, dans une traduction littérale, « Feuille dans le vent, souvenirs de jeunesse ». C'est des souvenirs d'enfance, ce sont des anecdotes qui sont mises bout à bout sans grande liaison, qui sont simplement destinées peut-être à être lues en famille, à raviver quelques souvenirs personnels ou familiaux, qui doivent servir à la transmission d'une histoire familiale que l'émigration, la Shoah ont rendu sans doute parfois un peu difficile. Alors pour le livre, nous avons retenu des extraits de ces souvenirs qui complètent le texte des mémoires, qui donne peut-être un côté un peu plus souriant quelquefois à l'ensemble du texte. Donc, nous avons travaillé à partir du texte allemand et c'est Madette qui l'a traduit parce que j'ose à peine le dire ici, mais je ne parle pas du tout allemand, à part quelques termes tout à fait utilitaires. Donc ces mémoires sont rédigées de manière chronologique. Donc elle fait d'abord elle rappelle l'histoire de sa famille et puis elle raconte sa vie du début jusqu'à son installation et après son installation en Israël. Alors c'est une dame qui appartient à une famille juive. Les Melchior sont à l'origine des maranes espagnols, ces juifs qui ont été convertis de force, mais qui ont continué à pratiquer leur religion dans le secret, et qui ont été persécutés par l'Inquisition, et qui, pour cette raison-là, beaucoup d'entre eux ont émigré.
il y a beaucoup d'entre eux sont restés dans le sud-ouest, assez proches de l'Espagne. D'autres se sont éloignés, se sont répartis dans toute l'Europe. Alors les Melchior sont d'abord installés en Hollande, puis ils se dispersent au Danemark, dans les principautés allemandes, et la famille directe d'Émilie se fixe à Hambourg au XVIIIe siècle. Ce sont des commerçants qui se sont enrichis au fil des générations et qui sont respectés dans la ville. Sa famille maternelle, les Friedbourg, sont aussi installés dans la région de Hambourg depuis des générations. Sa mère appartient à une branche de la famille Friedbourg qui s'est largement séparée de l'orthodoxie traditionnelle. Et ce sont des familles qui sont bien intégrées, on pourrait presque dire assimilées, en fait. C'est le grand-père d'Émilie qui s'est affranchi de la tradition familiale en vendant son entreprise, et il s'est consacré à une activité bancaire et à des activités représentatives dans les milieux professionnels et associatifs. Les deux familles, maternelles comme paternelles, Melchior et Friedbourg, se sont détachées donc de la tradition juive. Les enfants sont souvent baptisés, élevés dans la religion protestante. Ils sont élevés dans des écoles où ils assistent donc à l'enseignement religieux protestant. Et Émilie sera dans ce cas-là, puisque sa mère convaincra son mari de la faire baptiser, de lui faire suivre un enseignement religieux chrétien, de fréquenter l'église. Mais son père, qui est plus rigoriste et qui ne veut pas un changement de religion pour des raisons utilitaires, en quelque sorte, a simplement imposé que la religion chrétienne ne devait pas pénétrer dans la maison. Et donc, elle suivra cet enseignement à l'extérieur. C'est une enfance, à la fois une enfance dorée, dans la mesure où la famille appartient à la grande bourgeoisie, mais c'est une enfance qui sera perturbée par la situation familiale. Son père a suivi des études de droit, il a obtenu un doctorat et il s'est installé comme avocat à Hambourg. Il est déjà décrit adolescent par un de ses camarades qui a écrit ses mémoires par la suite comme comme un humaniste, quelqu'un qui a une culture étendue, plus étendue que ses condisciples au lycée. C'est quelqu'un qui allie les qualités intellectuelles remarquables avec un goût pour les activités physiques. Alors certaines qui sont un peu traditionnelles dans la bourgeoisie, l'équitation, le ski, qui est déjà au début du XXe ou à la fin du XIXe siècle un peu limité comme pratique. Et il fera même de l'alpinisme, puisqu'il a gravi le mont Cervin, qui fait quand même plus de 4000 mètres, comme vous le savez, ce qui est quand même un exploit. C'est quelqu'un qui va connaître rapidement une belle réussite professionnelle. Et une fois installé, en quelque sorte, dans la vie, il épouse en 1997. Voilà, ça c'est la maison des grands-parents, pour vous donner une idée de leur style de vie. Il épouse en 1897 Elisabeth Fribourg, qu'on appelle Elsie. C'est un mariage mal assorti. Émilie raconte dans les mémoires
les raisons qui ont conduit sa mère à épouser son père. Et c'est donc un mariage qui avait peu de chances d'être heureux. Et effectivement, ses parents divorcent en 1906. Émilie vit douloureusement cette situation, comme beaucoup d'enfants de parents divorcés. Elle est assez largement en révolte. Sa mère la qualifie d'ailleurs d'enfant difficile. Elle vit avec sa mère, mais son père garde des liens étroits et elle est naturellement plus proche de son père que de sa mère. Son père veille à son éducation de manière très étroite et c'est lui qui va guider un certain nombre ou susciter un certain nombre de ses choix. Les difficultés que ses parents, sa mère, surtout sa mère et beaucoup d'Allemands rencontrent pendant la guerre de 14, les privations, les difficultés en tout genre, vont sans doute contribuer à l'éloigner encore un petit peu plus de sa mère. Elle reçoit donc une éducation traditionnelle pour une jeune fille de la grande bourgeoisie qui allie des études et aussi des activités physiques. Son père insiste pour qu'elle apprenne les langues étrangères et elle va donc avoir des gouvernantes étrangères, françaises, anglaises, irlandaises, qui vont lui enseigner l'anglais et le français. À 12 ans, elle sera parfaitement bilingue, français-allemand. Elle manie très très bien l'anglais aussi, mais elle a une prédilection pour le français. Elle a eu des... ça c'est là... Oui, elle n'est pas à sa place, celle-là. Elle a eu des relations privilégiées avec une de ses gouvernantes qui s'appelle Marie Hérault, qui est une Française donc originaire de Cherbourg, qui va arriver peu de temps après le divorce et qui va un petit peu canaliser Amy, qui est à ce moment-là en révolte, qui vit mal la situation. Et de l'aveu même d'Amy, le temps qu'elle a passé avec Marie sera une période heureuse, qui sera une des époques marquantes de sa vie. Et elle va rester tout au long de sa vie en relation avec Marie, après l'intermède de la guerre de 14, pendant lequel elle n'a aucune nouvelle. Mais après, elle sera quasiment en relation permanente avec elle, et Marie jouera un grand rôle pendant la Deuxième Guerre mondiale, même si elles sont séparées, elle lui viendra en aide. Son père décide de lui faire poursuivre des études jusqu'au baccalauréat d'abord et éventuellement après à l'université. Mais il l'inscrit dans un lycée professionnel pour jeunes filles, ce qui est un peu la tradition à l'époque. L'ambiance y est sans doute plus détendue, les exigences moindres, mais ça ne sera pas vraiment un handicap pour Amy, qui a par ailleurs une culture importante qui a été dispensée à la fois par son père et par ses gouvernantes. Alors cette période de lycée lui permet de côtoyer des jeunes filles d'autres milieux, des jeunes filles aussi de confessions différentes, puisque non seulement il y a des jeunes filles protestantes, des juives baptisées comme elle, mais il y a aussi des catholiques et il y a même des jeunes filles juives qui pratiquent leur religion, ce qui est tout à fait nouveau pour elles. Après l'obtention de son baccalauréat, elle ne va pas intégrer l'université tout de suite parce que sa mère la trouve un peu trop immature pour quitter la maison. Et elle va passer quelque temps dans une famille aristocratique du Holstein,
qui là aussi va lui apporter une expérience particulière. C'est une famille de la haute aristocratie allemande. Ce sont des ultra-conservateurs, des pan-germanistes et accessoirement des antisémites, ce qui va lui faire, va en particulier lire des journaux antisémites, ce qui est probablement une nouveauté pour elle. Cette question de la judaïté est complexe pour elle et elle n'est pas vraiment abordée au début de ses mémoires. C'est complexe comme l'est certainement la situation de l'élite juive intégrée qui joue un rôle économique et social important, qui a traditionnellement des activités commerciales ou bancaires, mais qui a aussi investi l'administration, les professions libérales, qui est acceptée, pas toujours plébiscitée par la population allemande, mais qui bénéficie tout de même d'une intégration. Ce qu'elle nous dit de la question juive est fait de manière incidente. Elle indique par exemple que son père aurait beaucoup aimé être mathématicien, mais qu'il a choisi le droit parce qu'il savait qu'il ne pourrait pas, du fait de sa condition juive, accéder à une carrière universitaire. Elle cite comme ça une série d'anecdotes qui montrent qu'ils sont tout de même dans une situation un peu ambiguë. Elle va apprendre par exemple que dans son lycée, il y a un numerus clausus pour les juifs baptisés, qui sont admises, mais point trop n'en faut. Le seul contact qu'elle a avec la religion juive pendant longtemps, c'est les visites régulières qu'elle fait au cimetière sur la tombe de son grand-père et de ses ancêtres. Son véritable contact avec la religion juive se produit lorsque son père se remarie avec Elsa Warburg, qui est veuve, qui a 3 enfants et qui est de la famille Warburg, qui possède la banque Warburg. C'est une famille recomposée qui va être très rapidement une famille harmonieuse, et cette harmonie sera couronnée quelque temps plus tard par la naissance d'une petite sœur, Ruth, à laquelle Émilie sera très attachée toute sa vie. Elle intègre l'université d'Heidelberg en 1917. Ce choix, elle n'indique pas clairement pourquoi elle a choisi cette ville. C'est en tout cas la ville dont est originaire sa grand-mère maternelle, à laquelle elle était très attachée et qui lui parlait très souvent de cette ville et de la région d'Heidelberg qui pour elle était, qu'elle avait sans doute un peu fantasmé après s'être installée à Hambourg. Elle commence des études d'histoire et d'économie. Elle aurait voulu choisir du droit et son père aurait souhaité qu'elle fasse du droit, mais sa mère avait nourri une telle aversion pour le droit qu'elle n'a pas voulu entrer en conflit avec sa mère et donc elle a choisi des études d'histoire et d'économie. Mais finalement, elle va revenir assez rapidement vers les études de droit qui sont plus conformes à ses aptitudes et à ses centres d'intérêt. Et elle va suivre ses études d'abord à Heidelberg, puis à Berlin, où son père s'est installé, et elle les terminera à Hambourg après la fin de la guerre, lorsque la famille regagnera Hambourg. C'est à la fois une période d'insouciance, comme l'est normalement la vie estudiantine, mais c'est aussi une période ternie par la guerre, par les privations, par les événements politiques qui précèdent et qui suivent la défaite allemande. Il
y a des mouvements à l'université, des mouvements pacifistes. C'est aussi, elle y rencontre aussi des étudiants juifs, dont beaucoup sont sionistes. Elle a de cette façon-là un contact avec les sionistes qui lui avait échappé tout à fait jusque-là. Ce n'est pas aussi une période très, très rose pour les étudiantes qui sont plus tolérées qu'acceptées à l'université à ce moment-là. Et elle a un de ses professeurs qui conseille aux jeunes filles qui sont dans l'amphithéâtre de quitter l'université pour aller travailler dans les usines de munitions où elles seront, dit-il, plus utiles à l'Allemagne que sur les bancs de l'université. Et Émilie se pose très sérieusement la question de savoir si elle ne va pas suivre ce conseil-là. Et puis, elle réfléchit qu'elle n'a pas forcément d'aptitude évidente à fabriquer des munitions et que, en plus, se pose la question de savoir quels seront les rapports avec les ouvrières pour qui ces étudiantes risquent d'être perçues comme venant leur voler leur travail en quelque sorte. Et l'histoire montre d'ailleurs que malgré des tentatives, cette expérience sera un échec cuisant. La famille s'est installée à Berlin parce que son père est trop âgé pour être mobilisé sur le front. Et il s'est vu confier des tâches administratives, la direction du département juridique de la centrale d'achat, de la centrale publique d'achat pour les importations. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'il s'installe à Berlin et la famille est témoin de tous les troubles, les événements qui précèdent et qui suivent la défaite de l'Allemagne, les épisodes révolutionnaires qui mettent la famille parfois en danger. Son père lui parle beaucoup. Elle a de très longues conversations avec son père sur la situation politique, et cela dès avant la guerre. C'est quelqu'un qui a très tôt pensé que la guerre serait perdue, qui est très critique sur la politique extérieure de Guillaume II dès avant la déclaration de guerre. Il considère que l'invasion de la Belgique est un crime inexcusable et il pense qu'à la fin de la guerre, que les conditions imposées par le traité de Versailles conduiront tôt ou tard à une catastrophe, et ça dictera aussi ses choix personnels par la suite. Elle est aussi informée de la situation par son oncle Karl, le frère de son père, qui est copropriétaire de la Banque Warburg et qui est membre de la délégation allemande au traité de Versailles, pour les négociations du traité de Versailles, en tant qu'expert financier. C'est un personnage tout à fait reconnu, et à tel point qu'il meurt en décembre 1933, donc après l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Et il y a deux journaux nationaux socialistes qui vont publier une nécrologie très élogieuse de Karl Melchior. Il rend hommage au service qu'il a rendu à l'Allemagne, à l'opposition qu'il a pu formuler, même si ça a été sans résultat, aux conditions imposées par le traité de Versailles. Ces journaux le qualifient d'adversaire politique, mais passe sous silence le fait qu'il soit juif. Parce que pour des nazis, évidemment, encenser un juif était hors de propos, mais il aurait aussi été hors de propos de ne pas mentionner son œuvre. Donc,
Émilie termine ses études après la guerre. Il y a plusieurs interruptions, à la fois dues aux événements et puis à des problèmes de santé. Elle a été victime de l'épidémie de grippe espagnole qui ravage l'Europe à ce moment-là. La famille se réfugie à plusieurs reprises en Suisse pour des raisons à la fois de sécurité et des raisons sanitaires. Elle va terminer ses études brillamment à Hambourg. Elle sera la première magistrate femme, même si elle n'exercera en réalité pas vraiment. Elle fait une formation, termine sa formation pratique de magistrat à Hambourg, et ça la laisse assez insatisfaite parce que l'Allemagne est dans une situation extrêmement difficile, et dans ces périodes-là, il est très fréquent que l'application du droit et l'équité ne se rencontrent pas forcément. Ça arrive de temps en temps. Ça arrive de temps en temps. Et je dirais simplement comme exemple le vol de nécessité. Quelqu'un qui meurt de faim, et voilà. Et donc ça la met dans des situations où elle ne se sent pas très à l'aise, et je ne sais pas, et probablement elle non plus, ne sait pas ce qu'elle aurait fait si elle avait véritablement dû exercer sa profession. Elle a rencontré Paul Braun à Heidelberg. C'est un juif berlinois qui lui apprend des rudiments d'hébreu, qui lui parle de la religion et de la tradition juive. Et avec lui, elle va fréquenter les cercles d'étudiants juifs, sionistes ou non. Paul n'est pas du tout sioniste, il est profondément allemand, très proche de l'organisation des citoyens allemands de confession juive. Il a un sentiment d'appartenance allemande très fort. Et ce sera un point de désaccord dans le couple. Ils sont, après le départ d'Émilie d'Heidelberg, ils sont toujours restés en contact. Et donc ils se marient en 1924. Voilà, Paul Braun. Ils se marient en 1924, et c'est l'occasion pour elle de revenir au judaïsme. Elle s'était déjà posé la question, mais elle n'avait pas franchi le pas. Sa famille n'y était pas extrêmement favorable. Et là, elle franchit le pas. Elle reçoit des enseignements d'un rabbin pour pouvoir se marier selon le rite juif. Le couple s'installe à Berlin, et leur fils naît en 1927. Il est prénommé Otto Melchior Benno, mais sa mère l'appellera toujours Peter, pour des raisons qui tiennent à son enfance, qui seraient un petit peu long à raconter ici. Et cet enfant développe à l'âge de 2 ans une tuberculose osseuse que l'on ne sait pas bien traiter à l'époque. D'ailleurs, le premier médecin qu'il voit il a une tumeur à la cheville, il propose de l'amputer. Ce qui fait évidemment pâlir d'horreur les parents. Et un autre médecin leur conseille de suivre un traitement à la montagne. Et l'enfant va être envoyé en Suisse. Alors sa mère l'accompagne, et puis et le visite comme son père et ses grands-parents régulièrement, mais il sera confié à une gouvernante qui sera en permanence avec lui en Suisse. C'est une maladie grave qu'on ne sait pas soigner, puisque les antibiotiques n'arriveront quasiment qu'à la fin de la guerre. Il ne peut plus marcher, il faudra qu'il réapprenne à marcher lorsqu'il sera guéri. Et ce sera vraiment un des drames importants de leur vie. Dans la situation catastrophique que connaît l'Allemagne, le père d'Émilie va prendre une décision très importante, et une décision surtout prématurée par rapport à ce que feront les autres, l'ensemble de la communauté.
Encore une fois, il est persuadé que les clauses draconiennes du traité de Versailles produiront des effets très délétères. Et il décide d'émigrer en 1923, donc quasiment dès la fin de la guerre. Et il va s'installer en Hollande avec sa deuxième épouse et leur fille. Il ne va pas reprendre un cabinet d'avocats, il va devenir un spécialiste de droit international privé. Et il écrira d'ailleurs un traité de droit international privé qui a été traduit en plusieurs langues et qui est un classique, qui est considéré comme un classique de cette discipline qui pendant longtemps a été considérée comme la discipline reine du droit, surtout, en particulier pour les privatistes, bien sûr, mais je crois pour tous les juristes. Donc Émilie et Paul sont installés à Berlin. La situation du couple se dégrade. Paul a quitté son entreprise et la crise de 29 rend très difficile une reconversion. Il commence à envisager la possibilité de l'émigration. Il ne s'y résolve pas dans un premier temps, sans doute parce que Paul ne peut guère l'envisager. Ce seront la montée du nazisme, les exactions de plus en plus fréquentes à l'encontre des Juifs qui vont les décider à faire ce choix. Leur première idée est d'émigrer aux États-Unis. Mais très vite, ça se révèle illusoire parce que le nombre de candidats est très, très largement supérieur au nombre à la possibilité d'émigration. Même si Amy est assez tentée par le sionisme, elle n'envisage pas vraiment d'aller en Israël et pour Paul, c'est, je pense, assez hors de propos. Et donc, la francophilie d'Amy, les relations qu'elle a continué à avoir avec Marie, le fait aussi que Paul a voyagé en France pour son travail et qu'il avait été assez séduit, les conduit à choisir la France. Donc ils arrivent à Paris avec un visa touristique. Ils demandent rapidement un permis de séjour. Ils émigrent en 1933 à un moment où la sortie d'Allemagne est tout à fait possible, où il n'y a pas de restrictions d'aucune sorte. Émilie va très très bien s'adapter à Paris. Elle va revoir Marie, sa gouvernante. Elle est parfaitement épanouie. Elle est dans son environnement à Paris. Paul, au contraire, s'adapte mal. Il parle moins bien le français qu'elle. Il a du mal à trouver une occupation, un travail. Et de plus, sa santé va assez rapidement se détériorer, ce qui probablement n'aidera pas à l'acclimatation. Le couple va s'installer progressivement. Il séjourne pendant quelque temps à l'hôtel, puis en meublé, et enfin, il s'installe à Neuilly dans un appartement. Ils ont pu faire venir d'Allemagne leur malle, leurs meubles, et donc ils vont retrouver une vie quasi normale. En 1934, ils ont un travail. Ils collaborent dans une entreprise créée par l'ancien associé du père de Paul. Et c'est aussi le moment où Pierre est guéri et donc il peut les rejoindre à Paris. Mais c'est aussi le moment, à l'inverse, où Paul commence à avoir de très sérieux problèmes de santé. Il a une tumeur au nerf optique, il doit subir une intervention chirurgicale très lourde et il ne s'en remettra véritablement jamais. Pendant longtemps,
comme je pense beaucoup de membres de la communauté, d'une manière générale d'opposants au nazisme, ils se sont maintenus dans une situation un peu d'attentisme. On pensait que ce serait un épisode de courte durée. Et en fait, ce qui les confortait peut-être dans cette idée-là, c'est un certain nombre d'événements, et en particulier ce qu'on appelle la nuit des longs couteaux, c'est-à-dire le moment où Hitler liquide les SA, ses premiers compagnons, et leur chef, Röhm. Les SA, c'est ceux qui ont précédé la SS, en fait. Une unité paramilitaire qui dirigeait, qui se chargeait de toutes les exactions que les nazis pouvaient suggérer. Et donc le fait qu'ils liquident Röhm et ses séides laisse penser aux opposants qu'au fond, les loups se mangent entre eux, donc ça ne va pas durer. Et ça explique, je crois, pourquoi beaucoup se sont maintenus dans cette attitude attentiste. C'est la remilitarisation de la Ruhr qui va précipiter les choses, qui fait craindre très clairement une nouvelle guerre, même si elle n'intervient pas tout de suite. Et pour Émilie et Paul, ça va précipiter leur démarche de demande de naturalisation française. C'est une démarche douloureuse pour Paul, qu'il avait refusé d'envisager jusque-là, et qu'il fait pour le bien-être de son fils, pour Émy et pour le bien-être de son fils. Le problème, c'est que cette démarche n'aboutit pas parce que, dans le même temps, il y a des négociations entre la France, les Alliés et l'Allemagne pour renégocier certains termes du traité de Versailles. Et ça va avoir des conséquences négatives sur le traitement des immigrés allemands. Et donc, la demande de naturalisation est refusée, avec cette seule limite qu'ils pourront la représenter au bout de 3 ans. On est dans cette situation d'attente, de flou. Il y a une communauté importante d'émigrés allemands, juifs ou non, à Paris. Paris est un peu un point de passage vers des destinations plus lointaines, vers les États-Unis, vers l'Amérique du Sud, vers la Palestine aussi. C'est par exemple l'épisode du bateau le Saint-Louis. Il y a encore 2 pays en Amérique, enfin proches de l'Amérique, enfin en Amérique et proches de l'Amérique qui accordent des visas, c'est le Brésil et Cuba. Et le Saint-Louis, sur lequel il y a des parents d'Émy, c'est un bateau qui part de Hambourg avec, je crois, 900 juifs à bord, et qui va des juifs qui ont des visas pour entrer à Cuba. Et malheureusement, le chef d'État cubain change la réglementation pendant que le bateau est sur l'Atlantique, et on leur refuse l'accès et le bateau devra faire demi-tour. C'est un épisode assez douloureux. Il ne revient pas en Allemagne. Le capitaine du bateau réussit à obtenir de ne pas revenir à Hambourg, mais un certain nombre de passagers seront débarqués en Europe continentale, et beaucoup périront dans l'Holocauste. Donc c'est une situation compliquée, de stress, qui doit ruiner encore un peu plus la santé de Paul, et qui aussi fait parfois, par moments, perdre espoir à Émy.
Cette situation d'attentisme explique aussi le choix qu'ils font à l'expiration de la validité de leur passeport allemand. Ils ont le choix de les renouveler ou pas. S'ils ne les renouvellent pas, ils deviennent apatrides. Et donc cette situation d'émigrés est une situation qui est extrêmement aléatoire. Et donc ils préfèrent faire prolonger leur passeport allemand. Et ils se retrouvent pourvus d'un passeport allemand avec le tampon juif, sur lequel on a en plus rajouté des prénoms, Sarah pour Amy et Israël pour Paul. Et cette décision sera lourde de conséquences puisqu'ils vont vivre pendant la guerre avec un passeport allemand sur lequel il y a cette mention juive qui va les mettre évidemment en danger. La guerre les surprend en Normandie, à un moment où ils sont en villégiature, où ils ont rendu visite à Marie. Paul est immédiatement, comme Allemand, comme ennemi, il est incarcéré dans un camp. Émilie et son fils sont expulsés de Normandie et doivent rentrer à Paris. Paul est assez rapidement libéré pour des raisons de santé. Et une fois libéré, il s'engage dans les corps étrangers, donc des supplétifs de l'armée française pour la durée de la guerre. Donc il est dans un camp séparé d'Émilie. Pierre va rejoindre ses grands-parents qui ont fui la Hollande devant l'avancée des Allemands et qui séjournent à Arcachon dans l'attente d'un visa pour les États-Unis. Et donc ils accueillent Pierre qui peut voyager puisqu'il a 12 ans et donc il n'a pas besoin de papier d'identité. Il va rejoindre ses grands-parents et il y restera jusqu'en 1941, après même le départ de ses grands-parents. Émilie reste à Paris et elle va adopter l'attitude qu'au fond beaucoup de membres de la communauté adoptent, se maintenir dans la légalité, sans le franchissement de la ligne vers la clandestinité ne viendra qu'en dernier ressort. Et donc, elle est à Paris en mai 40 et les autorités demandent à ce que tous les ressortissants allemands ou qui n'ont pas de nationalité déterminée, c'est-à-dire des apatrides, mais qui sont originaires d'Allemagne, doivent se présenter pour être regroupés, les hommes d'un côté dans un vélodrome à Montrouge, dans un stade à Montrouge, et les femmes au vélodrome d'hiver. Alors, ce n'est pas la rafle de 1942, c'est une première rafle qui a lieu donc en 1940. Et on leur explique qu'il s'agit juste de contrôle d'identité et que donc ils viennent sans bagage et qu'ils seront libérés très rapidement. Alors Émilie, qui est prévoyante, emporte quand même des bagages. Elle emporte le peu d'argent qu'elle a et elle emporte aussi et ça, c'est tout à fait, si je puis dire, caractéristique de la famille. Elle part avec une grammaire hébraïque et la traduction des psaumes en hébreu, enfin les psaumes en hébreu et leur traduction française, pour continuer à travailler pendant ces jours-là. Alors cette première rafle n'a rien de comparable avec la rafle du Veldiv dont on parle habituellement. Ni dans les conditions de détention qui sont moins catastrophiques, ni dans le sort réservé aux détenus, bien sûr, puisqu'il n'y aura pas à ce moment-là de déportation vers les camps de la mort.
mais ça n'en reste pas moins une expérience atroce. Et quelques jours plus tard, il n'est pas question de les libérer, contrairement à ce que l'on leur a fait miroiter. Et ils vont être transportés en train jusqu'au camp de... Enfin, les femmes seront transportées en train jusqu'au camp de Gurs, où elles retrouveront d'autres détenus là-bas. C'est un camp d'internement qui n'a rien, là aussi, de commun avec les camps de concentration allemands. Ce n'est pas un camp de vacances pour autant. C'est l'environnement habituel des camps d'internement, c'est-à-dire la boue, les rats, la nourriture insuffisante, la promiscuité, les conflits et tout ce qu'on peut imaginer. Il y a beaucoup d'Allemands vont séjourner à Gurs ou d'originaires des pays germaniques, et ce sera le cas en particulier d'Hannah Arendt, la philosophe, qui passera quelques mois dans la même période qu'Amy à Gurs. Lorsque les Allemands approchent, le commandant du camp fait ouvrir les portes et laisse partir les détenus, ou en tout cas leur permet de partir. Le problème, c'est qu'ils sont là depuis des mois, enfin des semaines. Ils n'ont pas d'argent, ils ne savent pas où aller, ils n'ont plus de contact avec leurs proches, et donc la plupart d'entre eux ne partent pas, parce qu'ils ne savent pas où aller. Et lorsque les Allemands, finalement, ne viennent pas jusqu'à Gurs, eh bien le commandant referme les portes et ils sont à nouveau internés. Alors à Gurs, Amy a fait la connaissance et s'est rapprochée d'une dame qui s'appelle Mathilde Hertz, qui est une Belge catholique, qui est internée parce qu'elle a épousé un juif allemand qui lui-même est baptisé, mais il est juif d'origine. Et elles vont passer toute la guerre ensemble. Le mari de cette dame va mourir assez rapidement des mauvais traitements qu'il a reçus dans le camp où il était détenu. Et elles vont passer toute la guerre ensemble avec leurs fils respectifs les familles pourront se reconstituer. Le mari de Mathilde est détenu à Saint-Cyprien, près de Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales. Et donc, après des hésitations, elles décident de partir ensemble à Saint-Cyprien pour retrouver le mari de Mathilde. Amy a revu ses parents sur le chemin donc, des États-Unis. Ils lui ont proposé de venir avec eux. Elle a refusé parce que son mari était encore dans un camp de travailleurs étrangers. Son fils était à Arcachon. Elle ne veut pas les laisser, donc elle reste. Et elle fait le voyage jusqu'à Saint-Cyprien. Et là encore, elle se soumet, comme beaucoup d'autres, aux règles imposées par les autorités. Pétain a demandé à ce que les Juifs se fassent recenser dans les mairies. Elle va à la mairie de Perpignan pour se faire recenser. Après diverses péripéties, elles vont quitter Saint-Cyprien pour s'installer à Canet-Plage, dans une petite maison avec un grand jardin. Et là, ce sera en quelque sorte le début d'une nouvelle vie. Elles n'ont pas de ressources, donc elles cultivent leur jardin. Évidemment, pour Émilie, c'est une grande nouveauté et ça ne va pas sans quelques échecs et quelques difficultés au départ. Mais elles arrivent à avoir un jardin pour se nourrir et faire du troc. Échanger des légumes contre du pain à la boulangerie, échanger du pain contre du poisson chez un pêcheur. Enfin, bon, elles arrivent à survivre de cette manière-là, dans des conditions extrêmement difficiles, mais elles arrivent à survivre. Et puis progressivement, la famille les deux familles vont aller vers l'intérieur des terres à chaque fois qu'il y aura des ordres, soit du gouvernement de Vichy, soit des Allemands, de s'éloigner de la zone côtière.
C'est d'abord le gouvernement Vichy qui leur demande de partir, et puis après l'invasion de la zone libre par les Allemands, ce seront les Allemands qui vont fixer une sorte de zone interdite près des côtes. Entre-temps, les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord, et donc on craint un débarquement et on veut éloigner des côtes toutes ces populations dont on n'est pas très sûr. Et donc elles vont quitter Canet-Plage, aller à Olette, et puis elles finiront par s'installer à l'Île-sur-Tête. Elles sont dans une situation un peu ambiguë de semi-clandestinité. En tout cas, elles essayent de se montrer le moins possible. Paul a réussi à obtenir d'être libéré de son engagement pour des raisons de santé. Pierre a pu revenir avec ses parents. Il a traversé la France en train avec une dame de la Croix-Rouge qui l'accompagnait. Et donc la famille est reconstituée avec Mathilde et son fils, qui ne va pas tarder à les quitter pour aller lui-même travailler s'engager dans les corps étrangers. Et donc il continue cette vie d'ouvrier agricole, qui est extrêmement difficile pour Rémy, qui n'a pas l'habitude des travaux physiques, qui n'est pas jardinière dans l'âme, du moins au début. Et la situation se dégrade brusquement lorsque le fils de Mathilde apprend que sa compagnie risque d'être envoyée en Allemagne. Et donc il décide soit de passer en Suisse, soit d'une manière ou d'une autre, de rejoindre le général de Gaulle à Londres. Paul craint aussi pour sa sécurité parce que c'est un homme adulte. Il risque d'être réquisitionné aussi pour travailler. Et pour une raison qu'Émilie ne précise pas vraiment, il part à Lyon, sans doute pour essayer de trouver des filières pour passer à l'étranger. Et on ne sait pas ce qui se passe à Lyon. Est-ce qu'il a commis des imprudences? Est-ce qu'il a été pris dans une rafle par hasard? Est-ce qu'il a été trahi? On ne sait pas. Toujours est-il qu'il est interné et dans un camp à Vénissieux. Et il arrive à envoyer un télégramme à Émy pour lui demander des documents qui prouvent son séjour en France de longue durée. Émilie réussit à obtenir les documents, les lui envoie, et elle n'a plus de réponse. Elle n'a pas de réponse, elle est sans nouvelles pendant un certain nombre de jours, et elle finit par recevoir ce message, qui est vraiment un papier, comme vous le voyez, qui est déchiré d'un bloc. C'est un message envoyé par son mari, qui ne lui est pas envoyé directement pour ne pas la mettre en danger, qui dit sobrement « nous sommes partis ». Ils sont partis pour Auschwitz. Et donc, il ne reviendra jamais, elle n'aura plus jamais de nouvelles de son mari. Elle va assez rapidement faire son deuil, tout simplement parce qu'elle a conscience que, vu l'état de santé de son époux, il y a peu de chances qu'il puisse survivre. Et ils sont de plus en plus dans une situation difficile. Et il y a même un jour un gendarme qui vient leur demander de faire leur bagage et puis finalement qui revient leur dire que tout compte fait, l'ordre est annulé. Il y a des tas de rumeurs tout aussi noires, les unes que les autres, qui circulent. Et donc ça les incite à quitter la région. Les deux garçons veulent s'engager dans la résistance. Pierre a 16 ans à l'époque. Et grâce aux propriétaires de la maison qu'ils habitent, grâce à des complicités diverses, ils sont munis de faux papiers et ils partent en direction de Toulouse
où ils seront pris en charge par la résistance pour rejoindre un maquis dont on pense à ce moment-là que ce sera un maquis dans le Massif central. Et les deux femmes, donc, vont elles-mêmes quitter la région. Amy a fait la connaissance quand elle était, au tout début, quand elle était dans la région, quand elles étaient encore à l'hôtel, elle a fait la connaissance d'un couple, les Delon, qui habitent Montpezat de Quercy, qui doivent être là-bas en villégiature, et elle a sympathisé avec eux, et elle a gardé leurs coordonnées. Et donc à ce moment-là, elle va leur écrire pour leur demander si ils peuvent l'aider. Ils vont accepter tout de suite. Et elles vont partir, obtenir des laissez-passer. Et Amy, qui a fait preuve d'une grande prudence, récupère tout son dossier à la préfecture et vérifie qu'il y a, essaye de récupérer le dossier de son fils qui a disparu. Et donc, lorsqu'elle quitte les Pyrénées-Orientales, il n'y a plus de traces d'elle. Et c'est l'occasion, ça n'est pas la première fois, mais c'est une occasion de plus de se rendre compte que les fonctionnaires ne sont pas forcément très proches, très attachés au gouvernement de Vichy, et qu'il y a sinon de la résistance, du moins une certaine latitude qui est prise par rapport aux directives de Vichy. Et c'est probablement la résistance qui a fait disparaître le dossier de Pierre, et elle a pu récupérer tout son dossier, photos comprises, sans que ça pose la moindre difficulté, ce qui, si vous connaissez un peu l'administration, est quand même assez exceptionnel, même en temps de paix. Donc elles arrivent à Montpezat de Quercy, la famille Delon les prend en charge, les loge, leur trouve du travail, et elles vont entamer une nouvelle vie. Amy va entamer une nouvelle vie d'ouvrière agricole, très dure, mais dans une relative sécurité, parce que les maquis sont très présents. Les Allemands ne se risquent pas dans la région de Montpezat, donc ça se passe plutôt pas trop mal, en fait. Et lorsque les maquis de la région font une opération assez lourde qui va provoquer des représailles de la part de l'armée allemande, et les maquis sont obligés de se disperser, et à ce moment-là, ils se dispersent dans tous les villages et ils viennent demander de l'aide. Et très naturellement, Amy et Mathilde, qui n'ont pas grand-chose, mais elles partagent le peu qu'elles ont, et donc elles leur donnent de la nourriture, elles discutent un peu avec eux, elles leur expliquent qu'elles ont chacune un fils dans la résistance, et de fil en aiguille dans la conversation, les maquisards s'aperçoivent que Pierre et Louis, le fils de Mathilde, sont des maquisards de la région, font partie de leur groupe. Et donc, Pierre fait partie de ce maquis d'Ornano, c'est le nom de ce groupe. Il a 16 ans, donc à l'époque, il n'est pas particulièrement doué ni prédisposé à tenir une arme, donc il est plutôt infirmier et agent de liaison. Donc il se promène dans toute la région à vélo avec les consignes et les messages à transmettre aux différents groupes. Il cache, comme on l'a vu dans tous les films, les messages dans le guidon de son vélo, et il circule beaucoup. Donc elles arrivent à revoir leurs enfants, ils se voient de temps en temps, et il y a une petite période de joie dans cette vie un peu compliquée. Amy et Mathilde vont elles-mêmes entrer dans la résistance, Émilie comme interprète et secrétaire.
Début mai, il y a une nouvelle offensive des maquis qui va provoquer à nouveau des représailles, et là, ça va être extrêmement violent. On n'est pas encore au débarquement, mais la situation est quand même très largement dégradée pour les Allemands, et ça explique aussi la violence des représailles. Les Allemands investissent la région, elles sont obligées de fuir, et la situation va se dégrader jusqu'au débarquement et après, lorsque les divisions allemandes stationnées dans le sud-ouest et dans le Languedoc vont remonter vers la Normandie. Et c'est en particulier la division Das Reich, mais pas seulement. Et la division de Das Reich n'a pas attendu d'être en Haute-Vienne pour faire des exactions. Il y a énormément d'exactions qui sont commises en Haute-Garonne, en Tarn-et-Garonne. Et Émilie vit des jours extrêmement difficiles. Elles sont obligées de fuir. Elles n'ont plus de point de chute. Elles vont de ferme en ferme pour trouver à manger, pour se laver. Elles dorment à la Belle Étoile. Ça dure pendant des semaines. Elles fuient sous les balles. Enfin, c'est assez... Émilie raconte ça avec beaucoup de pudeur, mais on se rend bien compte quand même que c'est compliqué. La fin de la guerre sera évidemment plus paisible, puisqu'il n'y a plus d'Allemands dans le sud-ouest. Elle participe au travail de la résistance et à leur remise en ordre de l'administration. Pierre est trop jeune pour s'engager. Il ne peut pas, on lui refuse de s'engager. Et donc, il est démobilisé après avoir passé quelque temps dans une caserne. Et après quelques semaines d'hésitation, il décide non pas de reprendre ses études, parce qu'en fait, il n'en a jamais suivi, mais de passer son bac. Tout au long de la guerre, jusqu'à ce qu'il parte au maquis, ses parents ont malgré tout continué à dispenser un enseignement. Ils travaillaient dans les champs la journée, mais le soir, on apprenait le latin, on apprenait on essayait de suivre une scolarité, sans doute pas très normale, mais de progresser en tout cas. Et si je peux faire une digression, un jour, Pierre Braun m'a dit que lorsqu'il était au maquis, donc il allait de village en village et de petite ville en petite ville, et il achetait des livres en latin. Et moi, ça me paraissait un peu étonnant. Et il m'a dit cette chose qu'il caractérise tout à fait. J'achetais des livres en latin parce que ça durait plus longtemps. Parce qu'il fallait les traduire et ça durait plus longtemps. Donc il a continué tout le temps à travailler, à faire un travail intellectuel. Donc il passe son bac, Émilie et lui s'installent à Montauban. Il passe son bac et il poursuivra ses études ensuite à Paris, à la Sorbonne. L'adaptation de Pierre à la vie civile a été un peu rude parce qu'il est passé du statut de résistant. Oui, au maquis, on avait changé son nom, il s'appelait Charlie. Et en Tarn-et-Garonne, tout le monde a continué à l'appeler Charlie. Donc il a la médaille de la résistance, même s'il n'en a jamais fait état. Et donc il est passé du stade de héros de la résistance au statut de lycéen, avec des camarades plus jeunes que lui, qui n'avaient évidemment pas le même parcours. Et donc sa mère était terrorisée parce que elle avait constamment peur qu'il soit exclu du lycée, parce que au bout de quelques heures, le proviseur l'a retrouvé dans la cour en train de lire le journal et de fumer une cigarette, ce qui n'était peut-être pas tout à fait dans les habitudes. Donc la vie reprend malgré tout son cours normal. Émilie
continue pendant quelque temps d'être ouvrière agricole pour survivre. Et leur qualité, leur statut de résistant va leur permettre d'être naturalisés très vite, donc d'avoir à nouveau des papiers et d'être dans une situation plus confortable. Et elle va rendre visite à son père, à sa belle-mère aux États-Unis. Elle va y rester 4 mois. Elle va y rencontrer beaucoup d'expatriés. Elle va voyager aux États-Unis. Elle va retrouver des membres plus ou moins de la famille, plus ou moins éloignés. Mais c'est un pays qui ne lui convient pas. Et donc elle décide de rentrer en Europe. Elle séjourne quelque temps en Angleterre. Là aussi, elle retrouve des membres de sa famille et des amis. Et c'est une période où c'est le moment où elle rencontre le rabbin Léo Beck. Elle se cherche un peu, elle ne sait pas vers quelle destination prendre. Elle a fréquenté les Quakers pendant la guerre et aussi aux États-Unis. Elle est assez proche de leur doctrine, mais le fait qu'elle soit de confession juive, évidemment, rend toute adhésion impossible. Elle a renoué des contacts avec la communauté juive, mais elle a beaucoup de réticences. Elle craint ce qu'elle appelle le grand deuil généralisé. Elle ne se reconnaît pas dans cette ambiance. C'est le moment aussi où elle n'est pas encore débarrassée d'une haine pathologique à l'égard des Allemands. Elle a beaucoup de mal à envisager, elle n'envisage pas d'ailleurs à ce moment-là, que des Allemands aient pu entrer en résistance, que tout le monde n'a pas été nazi. Elle refuse tout contact. Ça va passer assez rapidement, mais elle est dans une période assez compliquée de ce point de vue-là. Les contacts qu'elle a repris avec sa famille lui font échanger des courriers avec une cousine germaine de sa mère qui est installée en Israël, qu'elle a connue étant adolescente. Et dans la mesure où Pierre est installé dans ses études, qu'il suit son bonhomme de chemin, elle décide de se rendre en Israël pour visiter sa cousine d'abord. Elle s'y rend avec un visa touristique. Elle n'a pas, a priori, envisagé à ce moment-là de s'y installer. Cette cousine est plus âgée qu'elle. Elle lui a demandé de l'aide un peu implicitement, donc elle va là-bas. Et elle dit le premier contact avec Israël a été inoubliable. Elle arrive dans le port d'Haïfa, c'est une vision un peu idyllique, et elle va découvrir un monde tout à fait nouveau, qui ne lui est absolument pas familier, parce qu'elle retrouve là-bas déjà une pratique de la religion qu'elle n'a pas, une intensité dans la pratique religieuse qu'elle n'a pas connue. Vendredi soir, Shabbat, la vie s'arrête. C'est quelque chose qu'elle n'a jamais évidemment connu en Allemagne. Elle a aussi, il y a aussi toute cette population de juifs d'Europe de l'Est, des Hassidim, qu'elle n'a jamais côtoyés auparavant. Les longs manteaux noirs, les papillotes, c'est quelque chose qu'elle a jamais vu. Donc pour elle, c'est un monde nouveau. C'est aussi, c'est immédiatement après la création de l'État d'Israël, donc il y a un enthousiasme, une joie qui est sans doute très communicative. Et donc elle y reste le temps de son visa touristique. Elle y travaille dans un kibbutz, jardinage encore une fois. Et à l'expiration de son visa touristique, elle opte pour une installation définitive. Elle a commencé à creuser des racines en Israël. Son fils, elle croit,
à tort, mais elle est persuadée que son fils n'a plus besoin d'elle, qu'il vit sa vie et que voilà, on peut s'accommoder de visites régulières. Et donc pour ces raisons-là, elle s'installe définitivement en Israël. Elle achète une petite maison avec un jardin qu'elle va cultiver toujours, et elle va s'occuper de sa cousine Louise jusqu'à la mort de cette dernière. Lorsque Louise meurt, se repose la question de savoir si elle reste ou pas. Et c'est naturellement, en quelque sorte. Elle a refait sa vie en Israël, et donc elle reste là-bas. Elle y restera jusqu'à sa mort en 1991, sans voir son vœu le plus cher se réaliser, qui était la paix entre Israël et ses voisins arabes. Elle était tout sauf une partisane de la colonisation et des Arabes, des Israéliens extrémistes. Elle y a vécu une vie très simple. Alors Henri parlera évidemment mieux que moi de ça, mais Madette m'a toujours dit qu'elle avait été impressionnée par la maison où il n'y avait rien, plus de livres que de meubles, et je trouve que c'est un parcours extraordinaire, parce que à aucun moment dans ses mémoires, elle n'a la moindre rancune, la moindre amertume. Elle va de l'avant. Elle fait face. Il y a certains moments dans sa vie où elle a eu des périodes de déprime, de dépression, mais elle s'en excuse presque, et de toute façon ce sera toujours quelque chose de très passager. Elle va de l'avant, elle doit partir, elle doit fuir l'Allemagne, elle fuit l'Allemagne, elle s'installe à Paris dans des situations très précaires, elle s'en accommode, elle devient ouvrière agricole alors qu'elle vient d'une famille de la grande bourgeoisie où elle a certainement jamais fait le moindre travail manuel, où elle devait avoir une armée de serviteurs. C'est un peu Downton Abbey, hein, la famille au début du XXe siècle. Et donc, elle s'accommode de tout. Et ça, je trouve ça absolument fantastique, de ne jamais regarder en arrière, de toujours aller de l'avant. C'est un parcours que je trouve extraordinaire. Voilà. Tu veux dire quelques mots sur Israël, peut-être ? Oui, d'abord, je voudrais remercier Madame Lecointre d'avoir organisé cette conférence, remercier Jacqueline O'Haraud pour sa fidélité à la mémoire de mon père et pour avoir édité ce texte, ce qui n'était pas si évident que ça, parce que le texte n'était pas forcément prêt à la publication. Jacqueline a réussi à intégrer les différents extraits au bon endroit dans le texte, a fait un travail d'édition et de recherche aussi bien sur les événements politiques que les différentes fleurs en Suisse et toute une série de choses. Donc on a vraiment un travail également très soigné sur l'iconographie. Donc on a véritablement un texte qui est extrêmement soigné. Alors il y a une seule erreur qui demeure dans le livre que je me dois de signaler, c'est qu'à la fin il y a un arbre généalogique qui indique que ma mère serait née en 1927. Or non, elle est née en 1928, mais je lui ai promis que dès le passage dans l'édition en poche, l'erreur serait corrigée. Voilà. Donc moi, c'est un texte que je connais depuis toujours, évidemment, que j'ai abordé au départ, que j'ai essayé de lire dans sa version allemande, mais comme mon allemand est un peu faible, je n'ai pas tout compris. Je l'ai lu un peu plus dans la version anglaise, et je l'ai lu, évidemment, quand il a été publié il y a 10 ans au Pulim, et je l'ai relu cette semaine avant de venir à Limoges. Et c'est vrai que c'est intéressant, évidemment, d'un point de vue familial. Il y a beaucoup de détails, beaucoup d'éléments, beaucoup de relations qui ont un intérêt peut-être plus privé et familial. Mais on y retrouve quand même aussi des choses intéressantes sur un point de vue politique plus général, sur l'évolution de l'Europe au XXe siècle, et également sa personnalité. Parce qu'elle se dévoile
alors je ne sais pas si elle a tout dit dans ses mémoires, mais enfin en tout cas elle se dévoile, elle montre véritablement ce que pouvaient être ses sentiments, ce que pouvait être, et elle tente de revenir à chaque moment, de voir quels étaient ses sentiments par rapport à l'Allemagne, par rapport au judaïsme. Et on voit quelques constantes dans le parcours. Il me semble qu'il y a une constante, c'est la recherche d'une figure maternelle. Venant que sa relation avec sa mère n'est pas aboutie, celle avec sa belle-mère se passe mieux. Après, on a Marie Hérault, la gouvernante qui vient de Cherbourg. Après, on a sa cousine Louise Friedbourg. Donc, on a toujours chez elle la recherche d'une figure maternelle. Et on a également une recherche en termes, et des inquiétudes en termes de spiritualité. C'est-à-dire qu'il y a véritablement chez elle un problème de positionnement dans sa famille. Avec le divorce de ses parents, le divorce à l'époque, c'était comme beaucoup plus rare qu'aujourd'hui. Également des problèmes d'identité extrêmement importants, puisque la situation des Juifs en Allemagne était assez contrastée à l'époque. Elle indique à un moment qu'il y avait 5 niveaux de religiosité différents, entre ceux qui ne pratiquaient pas du tout et les ultra-orthodoxes, et 5 niveaux. Et donc elle se retrouve au milieu de tout ça, après avoir reçu une éducation luthérienne, avoir fait son retour au judaïsme, se poser la question du sionisme. Son rapport avec le sionisme est très ambivalent, parce qu'on a d'un côté une attirance dès le départ pour le sionisme, c'est-à-dire qu'elle en Allemagne se positionne, on va dire, dans quelque chose qui serait une gauche modérée. Elle n'est évidemment pas à l'extrême droite, bien évidemment, pas à droite non plus, elle n'est pas non plus pour les communistes, donc elle est dans certains d'entre-deux, et le sionisme lui paraît une idée attrayante, et en même temps, elle a toujours cette espèce de méfiance. À un moment dans le livre, elle raconte qu'elle a été à un meeting de Jabotinsky, qui était le leader de l'aile droite, d'extrême droite du sionisme, qui est celui qui a inspiré plus naturellement Netanyahou, et qu'à ce moment-là, Jabotinsky, dans ce meeting, c'est en 1930 ou 31, je ne sais plus, explique que nous sommes des fascistes comme Hitler. Et voilà. Et donc là, évidemment, elle explique qu'elle est parfaitement opposée à cela. Quand elle va, après la guerre en Israël, c'est pour cultiver son jardin. Donc on pourrait penser que c'est une référence au slogan sioniste « Une terre sans peuple pour un peuple sans terre ». Ben, je n'en suis pas convaincu, parce que je pense qu'elle voulait réellement cultiver son jardin. C'est-à-dire qu'elle a passé toute sa vie, depuis qu'elle a découvert les activités agricoles dans le sud de la France en 1941, elle a passé toute sa vie à effectivement cultiver son jardin. Elle a, avec Israël, un rapport assez ambivalent, comme celui qu'elle a avec l'Allemagne. C'est finalement, elle se sentait plus française qu'autre chose. La preuve, c'est qu'elle a refusé la nationalité israélienne. Elle n'a jamais voulu la prendre. Elle m'avait expliqué, quand j'avais été la voir en Israël, moi je l'ai assez peu connue finalement, parce qu'en 1970, elle avait un accident où elle s'était cassé les 2 rotules, donc elle n'est plus jamais revenue en Europe. Elle n'a plus quitté Israël depuis 1970. Moi, je suis né en 68, donc je l'ai connue pendant 2 ans, entre 0 et 2 ans. Autant vous dire que je n'en ai aucun souvenir. Et après, je l'ai revue. Alors, on avait des contacts épistolaires ou téléphoniques, mais enfin bon, ça va quand même pas très loin. Et je l'ai vue de manière précise et approfondie lors de 2 voyages que j'ai fait en Israël, en 1985 et 1988, où là, effectivement, j'ai eu la possibilité, l'occasion de parler avec elle assez longuement, d'écouter ce qu'elle avait à me dire, de répondre aux questions qu'elle pouvait me poser, mais je n'avais pas grand-chose à dire. Moi, j'étais tout jeune, je n'avais pas grand-chose à dire. Et là, effectivement, elle m'a raconté un certain nombre de choses, y compris qu'on ne retrouve pas dans le livre. Parce qu'il y a une question qu'on peut se poser, c'est comment se fait-il qu'elle ait eu cette lucidité par rapport au nazisme? Ce qui n'est pas le cas de son père, ni même de son oncle, qui dit que finalement tout ça n'est pas très grave, qui est mort, comme tu l'as dit, en décembre 1933, mais qui pensait que tout cela n'était pas si grave. Et elle m'a expliqué qu'il y avait toujours un côté sceptique chez elle, une sorte d'ironie un petit peu grinçante, mais surtout, quand elle était étudiante à Heidelberg, elle avait croisé un certain Joseph Goebbels, qui était également étudiant à Heidelberg, et il y avait à l'époque des parlements étudiants qui mimaient un petit peu les parlements avec les différentes formations politiques. Donc Goebbels, c'était l'extrême droite, elle était à l'extrême gauche de ce parlement
mais l'extrême gauche, c'était la social-démocratie, parce que Spartakis ne participait pas à ce genre de choses. Et donc elle avait vu, de loin, mais sans lui parler, mais elle avait vu Goebbels, et elle avait compris que ces gens étaient extrêmement dangereux. Donc dès 1930, quand elle a vu que le parti nazi avait plus de 100 sièges au Reichstag et 18% des voix, elle a pensé à l'émigration. À ce moment-là, comprenant que le nazisme était un véritable danger, et dès 1933, au moment où Hitler est arrivé au pouvoir et devenu chancelier du Reich, elle a immédiatement décidé de partir et convaincu son mari de le faire, ce qui pour lui était quelque chose de beaucoup plus difficile. Donc voilà, on a, et donc la famille arrivant en France a continué à parler allemand au début entre eux. Je me souviens de mon père qui me racontait une histoire, il se promenait avec son propre père, donc Paul Braun, à la campagne, je ne sais pas où, et à un moment, son père lui désigne un petit village perdu dans la brume et lui dit « Wie wäre es schön, der Bürgermeister dieses kleinen Dorfes zu sein » que ce serait bien d'être le maire de ce petit village. Et là, cette histoire, on a la date, puisque mon père m'avait dit très précisément qu'ils avaient arrêté de parler allemand entre eux, qu'ils avaient arrêté de parler allemand tout court au moment des accords de Munich. Donc ça veut dire que cette scène-là, elle se déroule au plus tard, en 1938. Donc voilà, on a, et finalement, en parlant avec ma grand-mère de choses et d'autres, moi j'avais commencé les études de droit à l'époque, donc je lui parle de mes études, et elle me demande qu'est-ce que j'étudie cette année-là. Il se trouve que j'étudiais le droit des sûretés, le cautionnement, le gage, le nantissement. Et elle m'explique que c'était sa matière juridique favorite et qu'elle avait fait un article là-dessus en 1932-33, pardon. Oui. Et là, j'étais obligé de lui avouer que moi, ce n'était pas ma matière juridique favorite, peu importe. Et donc, on a discuté de beaucoup de choses et il me semble qu'elle était arrivée à la fin de sa vie à une position un peu déiste et pour tout dire, une position proche de celle de Spinoza. Finalement, son idée, c'était le Deus sive natura. Et c'est vrai que cette figure de Spinoza, qui n'apparaît pas dans l'ouvrage, dont elle ne parle pas, mais je pense que c'est, consciemment ou non, pour elle, une référence intellectuelle majeure, aussi bien par le côté Maran que par cette volonté de penser par soi-même, de se dégager de la gangue d'une tradition, de toutes les traditions. Elle, la tradition dont elle s'est dégagée, c'est juste l'appartenance à la nation allemande, dont elle s'est dégagée petit à petit pour les raisons que tu as bien exposées. Et donc finalement, à la fois une sorte de scepticisme et en même temps d'attention portée à l'actualité. C'est-à-dire qu'elle suivait l'actualité israélienne, évidemment, mais l'actualité internationale avec beaucoup de minutie. Elle lisait beaucoup de journaux, elle avait un poste de radio qui lui permettait de capter différentes fréquences dans le monde entier. Elle commentait l'actualité politique israélienne. Alors en gros, elle était un petit peu contre tout le monde, hein. Elle détestait la droite, elle méprisait la gauche, hein, pour résumer. Et voilà, donc il y avait chez elle à la fois cette activité intellectuelle intense et en même temps, finalement, je dirais la position de Candide, le fait de cultiver son jardin. Hein, ce mot d'ordre, cette idée de cultiver son jardin, elle l'a mis en pratique. Et comme tu l'as dit, effectivement, cette maison qu'elle avait dans un coin d'Israël un petit peu paumé, pas trop près de la mer, il y avait une petite maison toute simple de 3 pièces, avec quelques meubles, pas grand-chose, beaucoup de livres, enfin, bon, pas tant que ça, mais beaucoup de livres quand même, quelques milliers de livres, on va dire. Et il y avait surtout ce jardin. Et c'était le jardin qui l'intéressait, les agrumes. Elle parlait beaucoup de son jardin et des animaux. Et on voit tout au travers du livre. Alors, est-ce que c'est une vision rétrospective? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle explique que dès le début, elle s'est sentie attirée par l'agriculture et elle professe cet amour des animaux. Et à un moment, elle est presque sur le point de parler de la cause des animaux. Elle ne le fait pas. Mais on sent que si cette idée de cause des animaux avait existé, elle y aurait adhéré tout de suite. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un parcours de vie quand même douloureux, mais riche et intéressant, et c'est vrai qu'on peut sans doute en tirer quelques enseignements, lesquels je ne sais pas, mais ce sont des enseignements à en tirer. Après, je ne sais pas si vous avez des questions à poser, parce que je ne sais pas, voilà. C'est ce que j'allais dire. Bon, je vous remercie pour cette présentation à 2 voix, mais je pense qu'il peut y avoir des questions. Je passerai le micro. Oui, moi j'ai une petite question d'actualité. Comme on fête aujourd'hui la journée franco-allemande, est-ce que vous avez des souvenirs
de comment elle voyait et comment elle a vécu les relations franco-allemandes lorsque vous l'aviez rencontrée. Les relations franco-allemandes de quelle époque? D'après-guerre, en fait. Hein. D'après-guerre, comment ça a évolué, en fait? D'après-guerre, elle en parlait assez peu. Alors elle me disait, moi je vis simplement, textuellement, hein, parce que Hitler a tué mon mari, et donc j'ai aucune raison de continuer à vivre comme une bourgeoise, donc je vis comme ça tout simplement. Sur les relations franco-allemandes et sur la construction européenne, il me semble qu'elle gardait quand même une rancœur assez importante envers l'Allemagne, mais elle n'en parlait pas tellement, c'est-à-dire qu'elle parlait plutôt de la guerre, ou éventuellement de l'avant-guerre. Elle s'intéressait beaucoup à l'actualité, donc aux problèmes israélo-palestiniens, qui était quelque chose qui l'obsédait. En tout cas, moi, quand je l'ai connue dans les années 70-80. Sur les relations franco-allemandes, je n'ai pas souvenir qu'elle est... voilà, enfin, elle est retournée en Allemagne. Hein, elle est retournée en Allemagne, mais bon, elle a gardé une dent contre l'Allemagne, c'est certain. Hein, il y a un passage extrêmement intéressant dans le livre. Au moment même, elle part d'Allemagne, elle est dans le train, et elle est en train de quitter l'Allemagne, et alors elle voit un type avec qui elle discute, qui lui explique qu'il est aussi avocat, qui lui explique qu'il est nazi, et que sa pratique d'avocat consiste principalement à défendre ses compagnons qui ont été pris et jugés à la suite de rixes parfois mortels avec des communistes. Et donc elle lui dit qu'elle est juive, qu'elle a quitté l'Allemagne, et donc il parle, comme ça, c'est une situation un peu surréaliste, et elle lui dit, mais finalement vous allez faire quoi avec tous ces juifs? Vous allez les forcer à mendier dans la rue, vous allez les expulser, vous allez les tuer? Et là, l'autre, qui est encore une fois un avocat, donc on imagine une sorte d'intellectuel, se gratte la tête et dit ah ben moi je sais pas, mais le Führer trouvera bien une solution. Effectivement, ils ont trouvé une solution. Donc je n'ai pas de réponse à votre question, je suis désolé, mais je n'ai pas de réponse vraiment satisfaisante à apporter. Je pense que sa réconciliation en quelque sorte avec l'Allemagne était plutôt un phénomène individualiste. Elle s'est rabibochée avec des personnes lorsqu'elle a compris que l'Allemagne nazie ne faisait pas un bloc compact derrière Hitler, et qu'il y avait des gens qui avaient résisté, qu'il y avait des gens qui avaient fait le gros dos. Elle a des camarades de lycée qui ont résisté. Mais elle a mis du temps, ce qui est un peu normal, à prendre conscience de ça. Donc je pense qu'elle a plus eu... Le retour qu'elle a fait vers l'Allemagne est plus une question personnelle, individuelle, plutôt que de s'intéresser à la politique, enfin au pays lui-même. Tout à fait. Je pense que les questions qu'elle se posait, effectivement, quand elle croisait un Allemand, et surtout quand elle se rappelait des gens qu'elle avait connus, c'était de se dire, alors résister, est-ce que ces gens avaient été nazis ou pas? Est-ce qu'ils avaient été nazis ou pas, et qu'est-ce qu'ils avaient fait? Donc ça situait plus sur un plan individuel et moral. C'est vrai que sur un plan politique global de la relation entre la France et l'Allemagne, la construction européenne, j'imagine qu'elle n'était pas opposée à la construction européenne, mais enfin elle n'en parlait pas, c'était pas une préoccupation majeure pour elle, de ce qu'elle m'a dit, mais encore une fois, je ne l'ai pas connue tant que ça. Les choses sont étaient parfois ambiguës. Il y a une anecdote, quand ils sont à Montauban, après la guerre, ils renouent un contact avec une dame qui habite Paris, qui a été la préceptrice de Pierre avant la guerre, quand il arrive de Suisse. Et c'était une dame à laquelle Pierre était très attaché. Et donc, elle était à Paris, ils ont eu de ses nouvelles, et Émile l'a invitée à venir à Montauban. Elle vient à Montauban, elle séjourne chez eux, le contact se refait, tout se passe bien. Et il y a simplement une petite ambiguïté. Cette dame a 2 fils. Alors elle parle volontiers de l'un, mais pas trop de l'autre. Enfin, il y a une espèce de flou autour de ce fils. Et puis bon, elle repart. Et là, ils apprennent que ce garçon a été un des speakers de Radio Paris,
la radio de la collaboration de Philippe Henriot. Et c'est un choc énorme. Et la première réaction qu'ils ont, tous les deux, c'est de dire « c'est fini, on coupe le contact, on ne veut rien avoir à faire avec... en plus, ils apprennent que cette dame qui, avant-guerre, était de droite, et même d'extrême droite, qui était proche des camelots du roi, pendant la guerre, elle s'est très largement compromise dans la collaboration. Enfin, pas du côté avec du sang sur les mains, mais une collaboration intellectuelle. Et donc, il décide de plus jamais avoir de contact avec elle. Et puis, quelques semaines passent, quelques mois passent, et puis finalement, ils y sont attachés à cette dame. C'était quelqu'un qui faisait quasiment partie de la famille avant la guerre, donc finalement, ils renouent contact, et puis ils passent sur le passé, et Pierre continuera à la voir, il la verra quand tout le temps qu'il habitera Paris, et il restera en contact jusqu'à sa mort. Donc, il y a un temps pour tout, en fait, et les choses sont moins simples aussi. On a tendance à voir les événements avec nos yeux d'aujourd'hui. Les choses sont moins simples, étaient probablement moins simples. Les choix à faire étaient probablement moins simples. Et c'est probablement une chose dont elle a pris conscience progressivement, même si sur certains points, elle ne pardonnait pas, ce qui est un peu normal. S'il n'y a pas de questions, il nous reste à remercier les deux intervenants. Merci à vous. Cette intervention à deux voix. Et donc, il y a un livre. Madame O'Haraud Dodino a apporté plusieurs exemplaires qu'on peut faire dédicacer. Oui, vous pouvez les feuilleter si vous voulez, et les acheter éventuellement. Les acheter, oui, c'est ça. Les acheter. Alors, soit vous restez à vos places. On va monter là-haut. Soit, alors, les livres sont au fond de la salle et on peut aussi se mettre. Il y a une table et une chaise dans les halls. Voilà. Un grand merci à vous. Merci à vous.